Donc, bonjour à tous et à toutes. Mes salutations également aux personnes qui assistent à la présentation à distance. Donc, je travaille au ministère de l'Environnement, mais plus spécifiquement à la direction de l'eau potable et des eaux souterraines. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ce qui nous occupe au ministère, sur quoi on travaille actuellement en matière de gestion et de protection sur les eaux souterraines. Donc, je vais vous faire un petit topo du contexte actuel dans ce domaine et puis des travaux qui sont en cours. Donc, l'équipe dont je fais partie, on a différents mandats à la division des eaux souterraines. On travaille à définir le cadre réglementaire qui permet d'assurer la protection des eaux souterraines et d'assurer la mise en œuvre des différents règlements. On assure aussi un soutien technique aux directions régionales qui ont la responsabilité d'évaluer les demandes d'autorisation de prélèvement et d'évaluer différents projets. On offre également du soutien technique à la direction des évaluations environnementales qui évalue des projets de plus grande envergure. Et puis, finalement, on travaille à l'amélioration des connaissances sur les eaux souterraines au Québec et à développer différents outils de travail. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le cadre légal et réglementaire qui régit l'eau souterraine au Québec. Et puis, je vais vous présenter différents projets qui sont en cours ou qui ont été réalisés récemment et qui nous permettent d'obtenir les connaissances qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de nos règlements. Donc, je vais parler de nos projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, de nos projets de recherche liés à notre réseau de suivi des eaux souterraines. Je vais vous parler de notre plateforme de diffusion des connaissances, notre Atlas, des activités de transfert de connaissances qui ont été réalisées et de différents guides techniques qui ont été publiés récemment ou qui sont en cours de rédaction. Donc, d'abord, le cadre légal et réglementaire. Il y a une panoplie de lois et règlements qui contiennent des dispositions, des exigences qui font en sorte qu'il y a des connaissances puis il y a des outils qui doivent être développés et qui doivent être mis à la disposition des gestionnaires de la ressource et du territoire. Bon, notamment, les plus importants, il y a la loi sur la qualité de l'environnement, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, ce qu'on appelle communément la loi sur l'eau. Il y a notre règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, et puis finalement, le règlement sur la déclaration des prélèvements. Donc, les principaux objectifs qui sont visés par ce cadre réglementaire-là, eh bien, ce sont d'assurer une gestion efficace, durable et équitable de la ressource eau, et ce, dans un contexte de changement climatique. De plus en plus, on devra évaluer l'impact des changements climatiques pour assurer une gestion durable de la ressource. Le deuxième objectif est de renforcer la protection des eaux exploitées à des fins de consommation humaine. Et puis, finalement, le troisième objectif, assurer la pérennité de la ressource eau, tant sur le plan de la quantité que de la qualité. Je vais passer chacun de ces trois objectifs-là pour vous en parler un peu. Donc, le premier objectif, assurer une gestion durable de la ressource, ça implique que lors d'évaluation de demande d'autorisation de prélèvement, on doit évaluer l'effet d'un prélèvement, d'un nouveau prélèvement sur un usager qui est déjà présent. On doit aussi de plus en plus essayer d'évaluer si le cumul des prélèvements fait en sorte qu'il y a une incertitude sur le plan de la pérennité des prélèvements. Donc, c'est quelque chose de nouveau sur lequel on travaille. On essaie de développer des outils pour
pouvoir le faire, mais on est au début là, de notre démarche. Ensuite de ça, on doit vérifier si des mesures d'adaptation à l'effet des changements climatiques sont nécessaires. Le deuxième objectif, renforcer la protection des eaux. Ça implique d'identifier les eaux qui sont exploitées à des fins de consommation humaine, d'évaluer leur vulnérabilité, et ça en considérant les activités anthropiques qui ont cours dans le milieu, l'affectation du territoire, les événements potentiels qui pourraient prendre place et, encore une fois, en tenant compte d'un effet possible des changements climatiques. On doit ensuite élaborer et mettre en place des mesures de protection et des mesures d'urgence. Et finalement, effectuer un suivi et apporter des améliorations appropriées aux besoins. Troisième et dernier objectif, assurer la pérennité de la ressource. On doit identifier les besoins futurs, donc prévoir qu'il y aura du développement du territoire, qu'il y aura une augmentation de la population, qui vont faire que la ressource, il y aura une demande supplémentaire pour exploiter la ressource. Donc, pour soutenir le développement du territoire. Élaborer et mettre en œuvre des mesures de protection et de conservation appropriées qui pourraient être nécessaires pour encadrer des activités à risque et assurer le développement du territoire. Donc, on va passer à la deuxième partie de ma présentation. Je vais vous présenter différents projets et différents outils qui nous permettent d'avoir l'information nécessaire pour mettre en œuvre le cadre légal et réglementaire. Donc, ça fait un certain temps qu'il y a des travaux d'acquisition de connaissances qui ont été réalisés. Ça date du début des années 70. Il y avait des études très sommaires qui ont été réalisées à ce moment-là, mais c'est vraiment à la fin des années 90, début des années 2000, que des projets plus élaborés ont été mis sur pied. Ce sont des projets qui ont été réalisés par la Commission géologique du Canada, l'INRS, en collaboration avec le ministère. Les deux premiers projets visaient à développer une méthodologie pour caractériser les aquifères. Donc, il y a un projet qui a été réalisé dans Portneuf pour développer la méthodologie pour les aquifères granulaires, puis un deuxième projet dans les Basses-Laurentides, dans la région de Mirabel, pour, à ce moment-là, développer plutôt une méthodologie pour les aquifères fracturés. Il y a ensuite eu un projet dans la région de Châteauguay un peu plus tard, et c'est cette méthodologie-là qui a été développée, qui a été utilisée par la suite pour les projets que le ministère a décidé de financer. Puis, ce financement-là, il a été obtenu à la suite d'une commission d'enquête du BAP qui portait sur la gestion de l'eau en 2000, où la commission avait fait le tour du Québec, avait consulté les gens. Puis, dans son rapport, la commission avait fait le constat que la cartographie hydrogéologique, c'était une connaissance qui était primordiale pour assurer une gestion pérenne de la ressource souterraine et pour éviter des conflits d'usage. Puis, elle était d'avis que l'inventaire des grands aquifères du Québec devait être réalisé. Donc, suite à ça, il y a eu la politique nationale de l'eau, par laquelle le gouvernement s'est engagé à faire cet inventaire-là. Mais c'est seulement en 2008 que vraiment le financement a été accordé. Il y a plus de 13 millions de dollars qui ont été investis entre 2009 et 2015 pour faire l'inventaire de nos ressources. Alors, ce que vous voyez, c'est une carte du Québec où il y a eu des projets qui ont été réalisés à l'échelle régionale. Donc, on voulait faire le portrait de la ressource souterraine dans le Québec municipalisé, donc aux endroits où la population était concentrée. Puis, à la suite de ces projets-là,
On considère qu'environ 75% du territoire que l'on visait initialement qui a été couvert. Donc, on n'avait pas terminé le travail. Et puis, cette année, le gouvernement a décidé de poursuivre les travaux. Il y a 9 millions supplémentaires qui nous est accordé, qui vont faire en sorte qu'il y ait des nouveaux projets qui vont débuter en avril pour nous permettre de compléter la couverture du territoire. Le budget va également servir à réaliser des projets spécifiques aux îles de la Madeleine et en territoire CRI. Donc, les projets, ça a été réalisé par jusqu'à maintenant 7 établissements universitaires. La décision avait été prise à ce moment-là qu'il y aurait des travaux de recherche qui seraient réalisés et que c'était le milieu universitaire qui allait faire le travail. On leur a demandé d'aller chercher une contribution des partenaires. Donc, les MRC, municipalités, organismes de bassin versant se sont impliqués également. Puis, il y a plus de 60 étudiants qui ont réalisé des thèses de maîtrise et de doctorat dans le cadre des projets qui ont été réalisés en 2009 et 2015. Je l'ai mentionné, 9 millions supplémentaires sont investis pour les 5 prochaines années. Outre tous les rapports, les données, tout ça, les travaux de recherche qui ont résulté de ces projets-là, il y a des retombées connexes, notamment une information de base qui était nécessaire pour réaliser ces projets-là, c'était d'avoir une cartographie des formations superficielles. Alors, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a travaillé à fournir cette information-là aux équipes universitaires, puis on poursuit les travaux également pour les prochains projets. Puis il y a également le Réseau québécois sur les eaux souterraines qui a été formé, une initiative des chercheurs qui étaient impliqués dans les différents projets. Vous faites peut-être partie de ce réseau. Et c'est le RQES qui a développé aussi les outils de transfert de connaissances de nos différents projets. Je vais en parler un petit peu plus tard. Maintenant, ce qui a été visé, c'est de définir et le contenant et le contenu des aquifères. Donc, on voulait faciliter la protection de l'eau souterraine par un aménagement du territoire qui tienne compte de la ressource, mettre en évidence aussi le potentiel économique de la ressource, entre autres, pour le développement du territoire, puis également constituer une assise pour des études qui seraient plutôt faites à l'échelle locale. On pense à des études de recherche en eau potable, de délimitation d'aires de protection autour de prélèvements, des études aussi qui pourraient viser à évaluer l'impact d'un prélèvement d'eau et ou à caractériser des sites contaminés. On voulait aussi que ça serve, comme j'ai dit tout à l'heure, aux analystes du ministère qui doivent autoriser des prélèvements d'eau souterraine et puis qu'on puisse tenir compte de l'augmentation de la demande en eau et également de l'impact des changements climatiques. Définir le contenant et le contenu, ce que ça veut dire, identifier la nature des formations géologiques qui contiennent l'eau, évaluer d'où provient l'eau, donc les zones de recharge, à quel endroit elle fait résurgence dans les eaux de surface, évaluer si l'eau est potable et quels usages on peut en faire, évaluer les quantités qui sont exploitées, mais également ce qui est exploitable sans mettre en péril la ressource. Et puis également, évaluer la vulnérabilité des formations aquifères relativement à des activités humaines, des activités anthropiques qui prennent place dans les environs des prélèvements. Et puis également, on a demandé aux équipes universitaires d'évaluer les principales menaces et les principaux enjeux à considérer pour assurer la protection et la gestion saine de l'eau souterraine. Donc, il y a une démarche qui a été proposée par le ministère, qui a été suivie par les différentes équipes,
Principalement, consistait à faire la compilation de toute l'information qui était existante, qui est dans les bureaux du ministère, mais également dans les municipalités, dans les différents ministères. Faire la synthèse de ça, identifier les travaux qui étaient nécessaires pour combler le manque d'information. Et puis finalement, la troisième et dernière étape, faire la synthèse de l'information et produire des bases de données et des cartes thématiques, des rapports qui devaient être transmis au ministère afin que l'information soit diffusée. Donc, dans les rapports, il y a différentes illustrations qui nous permettent de comprendre le contexte hydrogéologique à l'échelle régionale de nos aquifères. Je vais vous présenter différentes illustrations là, qui sont présentes dans les rapports et dans les cartes thématiques qu'on diffuse dans notre atlas. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une vue en coupe de formation aquifère. Puis, ça présente les contextes géologiques et hydrogéologiques, à savoir si les aquifères sont en conditions libres ou confinées, à quel endroit sont les zones de recharge, quelles sont les directions d'écoulement de l'eau. Il y a même le niveau de la vulnérabilité des aquifères aussi qui est qualifié. Donc, c'est le type d'information qui a été présenté dans les rapports. Il y a également des modèles conceptuels qui ont été réalisés qui présentent le même type d'information, mais cette fois-ci en 3 dimensions. Donc, toutes les données de terrain et les données cartographiques, nous, on les a intégrées dans notre atlas, qu'on appelle notre navigateur cartographique, afin que ce soit accessible à tous. Donc, les données de forage, la stratigraphie, les niveaux d'eau, la géochimie, les propriétés hydrauliques. C'est des données de terrain qui sont accessibles via notre atlas. Et également, les principales cartes aussi thématiques qui ont été produites, qui présentent les contextes hydrogéologiques, l'épaisseur des sédiments, la pluviométrie, recharge, vulnérabilité, utilisation de l'eau. Vous êtes peut-être déjà allé visiter notre atlas. C'est ce que vous pouvez voir comme information hydrogéologique dans l'atlas. Il y a différentes couches d'informations. Ce que vous voyez ici, c'est le contexte hydrogéologique. Donc, les aquifères libres, confinés, qui sont de couleurs différentes, puis également les points où il y a des données sur la géochimie, niveau d'eau, etc., qui sont accessibles. C'est possible de faire des extractions de ces données-là, mais on a une demande pour accéder aux bases de données complètes. Ça va être diffusé sur notre site web d'ici 2 semaines. Donc, toutes les données de terrain et cartographiques qui sont dans notre atlas vont être disponibles en format ArcGIS sur notre site web. Maintenant, ça, c'est une carte des directions d'écoulement de l'eau, la pluviométrie. Vous voyez maintenant une carte de la recharge des aquifères avec un dégradé de couleur qui nous donne une estimation de la recharge qui est faite dans différents secteurs. Ça, c'est une carte de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères qui a été faite avec la méthode drastique. Donc, j'ai mentionné ça, c'est tout du travail qui a été fait à l'échelle régionale, mais il y a des contextes hydrogéologiques locaux qui font en sorte que parfois, pour certaines études, l'information n'est pas suffisante et on doit faire des travaux à l'échelle locale. Donc, on pense aux recherches en eau, à la caractérisation dans le cas où on a des lieux contaminés. Donc, notre information, on considère que c'est une information de base qui peut aider pour faire des études hydrogéologiques plus locales. Donc, là, je vais parler de nos projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines.
Mais on a également un réseau de suivi des eaux souterraines qui compte plus de 250 stations dans lesquelles on mesure des niveaux d'eau, des températures et parfois même la conductivité de l'eau. Ce que vous voyez, c'est des sondes qui sont installées dans les puits pour obtenir les données. Donc, c'est depuis 2007 qu'on déploie vraiment notre réseau dans le sud du Québec, mais également en partie au nord du Québec et aux îles de la Madeleine. On a tout de même là un certain nombre de puits qui avaient été instrumentés dès le début des années 70, donc pour lesquels on a un suivi sur une assez longue période. On a l'intention d'utiliser ce réseau-là pour essayer d'évaluer l'effet des changements climatiques sur la ressource eau souterraine. Donc, dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques, le PAC, il y a 3 projets de recherche qui ont été développés, qui sont en cours. C'est 3 équipes universitaires qui travaillent de façon concertée et ces projets-là visent à développer des outils qui vont améliorer la capacité du ministère à gérer de façon intégrée la ressource eau souterraine. De façon plus spécifique, les projets visent à optimiser le réseau de suivi, à développer des outils qui vont nous permettre de mieux exploiter les données qui sont enregistrées. On veut aussi également être capable de mieux évaluer la recharge des aquifères et la contribution des eaux souterraines aux eaux de surface. On veut que ce soit évalué en conditions passées, actuelles, mais qu'également on fasse des prévisions de façon à prendre en compte le contexte des changements climatiques. Il y a différents outils de modélisation qui vont être développés et qui vont nous permettre d'essayer d'anticiper les étiages des cours d'eau. Donc, il y a des municipalités qui prélèvent l'eau dans les cours d'eau. Lorsqu'il ne pleut pas, c'est les eaux souterraines qui font résurgence qui permettent aux municipalités de prélever de l'eau. Mais il y a des périodes d'étiage qui peuvent être assez sévères et qui fait en sorte que le prélèvement peut être mis en péril. Puis, si on voit l'évolution des niveaux d'eau, on peut essayer d'anticiper ces périodes d'étiage-là et de prévoir des mesures pour faire en sorte qu'on pourra pallier à un niveau d'eau bas dans les cours d'eau. On a un nouveau projet qui va débuter dans les prochaines semaines qui vise à faire l'inventaire de toutes les données géochimiques que l'on a, toutes les données de qualité d'eau dont on dispose au ministère. Eh bien, on veut qu'il y ait une synthèse qui soit faite de ces données-là pour notamment établir les teneurs géochimiques de fond, donc la qualité naturelle de l'eau. Donc, il y a des statistiques qui vont être faites. On va produire des cartes pour identifier les différents types d'eau caractéristiques de différentes formations aquifères. Puis ça va entre autres permettre de renforcer la protection des puits individuels. En fait, on veut que les gens qui sont propriétaires de puits soient sensibilisés à l'importance de faire analyser leur eau. On s'aperçoit que parfois les gens évaluent la qualité bactériologique seulement de l'eau, puis ont confiance en leur source d'approvisionnement, alors qu'on sait qu'au Québec, de façon naturelle, il y a certains éléments qui peuvent être présents naturellement dans l'eau et qui peuvent être problématiques pour la santé. On peut penser à l'arsenic, le manganèse qui est de plus en plus préoccupant, des chlorures, fluorures, barium, l'uranium. Donc, on veut identifier les formations aquifères qui sont la source de ces éléments-là. Puis, on pense que ça va également être utile pour orienter la recherche en eau. On va être en mesure de savoir dans certaines formations, par exemple, à quelle profondeur on trouve ces éléments-là et dans quel cas, il faut peut-être limiter la profondeur d'un forage
qui serait utilisée pour l'alimentation en eau potable. On a aussi un portail qui est en développement actuellement, notre portail des connaissances sur l'eau, qui devrait être mis en ligne au printemps. Ça, ça va constituer un point de convergence de toutes les connaissances disponibles sur l'eau, donc l'eau de surface et l'eau souterraine. Ça va être la porte d'entrée de notre atlas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle aussi notre navigateur cartographique, qui contient plus de 500 couches d'informations, dont un certain nombre qui concernent l'hydrogéologie. Ça va être également une plateforme collaborative qui va permettre aux différents usagers de retrouver les connaissances et de les partager entre eux. Donc, nous, on veut que ce soit utilisé par tous les acteurs de l'eau, puis notamment dans le cadre des projets du ministère. Donc, on veut débuter un petit projet pilote au mois de mars avec les universités, les équipes universitaires qui travaillent sur nos projets pour essayer de communiquer à travers ce nouvel outil-là. Ça va être accessible en mode extranet, donc il sera nécessaire de demander un identifiant. Maintenant, je vais parler d'autres outils qui ont été développés récemment, soit des guides techniques. On en a deux qui ont paru les 2 dernières années, puis on en a un qui est en cours de rédaction. Un guide, donc, qui vise à orienter les travaux de détermination d'aires de protection pour les prélèvements d'eau souterraine et à évaluer les indices de vulnérabilité drastiques. C'est disponible sur notre site web depuis novembre. On a également un guide technique qui porte sur l'analyse de vulnérabilité d'une source d'eau potable qui est disponible depuis 2015. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Puis un guide qui est en cours de rédaction qui vise à orienter les études hydrogéologiques qui doivent être faites pour faire des demandes d'autorisation de prélèvement. Donc, le guide qui vise la détermination d'aires de protection et l'évaluation des indices de vulnérabilité drastique, en fait, ce que c'est une méthode qui est recommandée et qui présente les meilleures pratiques pour faire en sorte que les aires de protection soient les plus fiables possibles, les plus représentatives du milieu. Donc, c'est un guide qui a été réalisé pour mettre à la disponibilité des consultants en hydrogéologie qui doivent faire des études visant un nouveau prélèvement ou des modifications de prélèvement, et également pour les analystes du ministère, différents professionnels qui vont devoir évaluer la validité de ces études liées à des demandes d'autorisation ou au rapport d'analyse de vulnérabilité qui vont être réalisés d'ici 2021. Donc, la démarche qui est proposée dans le guide, c'est d'abord d'évaluer les enjeux de protection des prélèvements. En fait, c'est de peser les pour et les contre d'une évaluation qui sera plus ou moins détaillée ou approximative. Donc, une étude approximative naturellement, ça va être moins coûteux, mais il faut peser dans la balance le fait que cette étude-là peut peut-être amener à surprotéger la ressource et à limiter de façon excessive les activités qui peuvent prendre place autour des prélèvements. Donc, ça a un coût si on limite des activités, si on empêche, par exemple, certains agriculteurs de faire certaines cultures. Puis, à l'inverse, une étude trop approximative, bien, ça peut faire en sorte que notre ressource n'est pas suffisamment protégée et qu'elle peut être contaminée éventuellement.
Une étude approximative, ce que ça fait aussi, ce que ça a comme impact, c'est que ça peut être plus difficile à mettre à jour éventuellement. On sait que les analyses de vulnérabilité, le ministère a demandé que ce soit mis à jour à tous les 5 ans. Donc, il va falloir réévaluer la situation. Et puis, plus on aura fait une évaluation de qualité, mais plus ce sera facile après de mettre les études à jour. Une fois que les enjeux de protection sont évalués, la complexité du système hydrogéologique doit aussi être évaluée, à savoir si elle est assez simple ou complexe. Donc, à partir de là, on va être en mesure d'évaluer si les méthodes pour la détermination d'aire de protection qui peuvent être utilisées peuvent être assez simples, comme par exemple l'utilisation de rayons fixes calculés ou des équations analytiques, ou si on doit aller plutôt vers des travaux un peu plus élaborés, soit la modélisation numérique ou la cartographie hydrogéologique. Plusieurs méthodes sont présentées dans le guide. Pour chaque méthode qui est présentée, il y a une fiche qui a été réalisée et qui présente, qui fournit de l'information à savoir quelles sont les données qui sont nécessaires pour utiliser cette méthode. On décrit la méthode, les conditions d'utilisation et les hypothèses qui peuvent être posées. Et également, on présente les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Sur notre site web, il y a différents documents qui sont disponibles et qui accompagnent notre guide, dont les fiches dont je viens de vous parler, qui présentent les méthodes de détermination d'aide de protection, mais il y a aussi un document qui présente une liste de toutes les données qui peuvent être utiles et qui sont disponibles dans différentes directions du ministère ou dans d'autres ministères et qui doivent être consultées pour savoir ce qui est disponible. Puis ça aide après ça à orienter l'information qui peut être manquante. Il y a aussi d'autres documents qui accompagnent notre guide, dont un qui présente les contextes hydrogéologiques régionaux du sud du Québec. Il y a aussi une fiche qui décrit la méthode drastique qui est utilisée pour évaluer la vulnérabilité intrinsèque de l'eau souterraine, puis également un petit document qui présente des méthodes d'investigation géophysique appliquées à l'hydrogéologie. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre guide qui est sorti un peu plus tôt, en 2015, et qui a été mis à jour en 2016, le guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable. Ce guide-là, il a été réalisé pour les municipalités qui devront, d'ici 2021, faire l'analyse de leurs sources d'approvisionnement en eau potable. Les municipalités qui alimentent plus de 500 personnes, donc, et ce, pour des prélèvements d'eau souterraine, mais également d'eau de surface. Donc, ça fait la synthèse des obligations que ces municipalités ont en vertu de notre règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Un autre guide est en cours de rédaction et ce guide-là vise à encadrer les travaux qui sont requis pour faire une demande d'autorisation de prélèvement en vertu de notre règlement, le RPEP. Donc, ça vise à évaluer l'ampleur des travaux qui doivent être faits. Donc, ça devrait être disponible au printemps. Ça fait le tour de l'information que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.